Welcome. What an honor to have you here. I'm Marty Stringer. I'm Congressman Baxter's Chief of Staff. This is Rita Daniels, his Executive Assistant. Are you ready, sir? No. Dirty, say what? Baxter's only a freshman, sir, but I think you'll find he is locked and loaded. Good. Maybe this young stud can help me get these old mares on board. Oh, you'll be impressed. Ciao. Non! Dans une minute! Non! Viens! En gros! Tant mieux, peut-être que ce jeune étalon pourra pousser ses vieilles juments à... Voilà, putain, il y a trop de mots. Tant mieux. Vas-y, à blanc, là. Peut-être que ce jeune étalon poussera ses vieilles juments à notre bord. Peut-être que... Bah attends, vas-y. Pourquoi tu t'arrêtes? Poussera ses vieilles juments à notre bord. Voilà. Tant mieux, peut-être que ce jeune étalon... Alors t'as l'auteur avec toi, hein, si tu veux, qui est juste derrière. Ah. C'est Philippe. Ouais. Noir dans le noir. On écoute en français? Dan Baxter, et voici Rita Daniels, secrétaire parlementaire. Non! Dans une minute! Non! Viens! Où est gros? Baxter est à nouveau venu, monsieur, mais vous allez voir, il est aussi sérieux qu'un colt. Tant mieux, peut-être que ce jeune étalon poussera ses vieilles juments à notre bord. Oh, il va vous impressionner. Gentlemen, good to see you. Depuis l'année 2000, en fait, le début de l'année 2000, je ne fais plus que des films de cinéma puisqu'on ne me propose plus que ça. Donc je travaille régulièrement avec la Columbia, avec 20th Century Fox et UIP. J'ai eu l'occasion de travailler sur des films comme Terminator 3, Daredevil. Là, ces temps-ci, j'ai travaillé sur 2 films d'horreur, Hostel et Horribilis. On fait appel à moi surtout parce que j'ai des qualités de flair pour ce qui est des rendus de dialogue. Mais même les clients aiment beaucoup une certaine audace. Il m'est arrivé par exemple de remplacer une syllabe en milieu de phrase par un claquement de langue. Enfin, et ça c'était there. Et j'ai remplacé ça par des choses comme ça. Bon, bah 3 minutes, je peux faire une pause. Normalement, c'est 3 minutes de l'heure. Donc, tu vois, j'ai même pas mis 1 heure pour les faire. Donc, tu vois, je dois avoir bien 10 minutes de pause. Je vais me prendre un petit café pour me mettre parce qu'il est quand même... Ça sera coupé, mais il est 1h15 du matin. On va aller par là. Là, je fais de la détection, ce qui s'appelle la détection. Donc, ce qui est le premier travail dans le doublage, qui consiste à repérer tous les lip-syncs sur les films originaux. C'est les mouvements de bouche. Voilà, les A, les P, les labiales, les demi-labiales, les ouvertures, les avancées. Le xylographe humain. Hast du es gewusst? Ob du es gewusst hast? Sag mal, du tauchst hier mit dieser Nancy auf und spielst das den Betrogenen? Hast du Elsa überhaupt geliebt? Nicht so wie du, offenbar. Selbstgerechtes Arschloch. Moralwichser. Cette croix, si tu peux faire un trait plus épais, genre t'en fais 2, t'en fais 2 ou 3. Parce que les ingénieurs du son ont dit on va à la boucle 18. Et ça c'est vraiment très très important, respecter la longueur des signes que tu as devant les yeux. Parce que c'est là-dessus que le comédien fonctionne. Non mais c'est vrai quoi. C'est fondamental, une mauvaise quali et le plateau il est foutu. Si c'est écrit trop petit, mal, trop espacé, il ne se passe plus rien. Les comédiens sont obligés de lire et s'ils lisent, l'émotion n'est plus là. Il faut qu'ils captent le texte, qu'ils ne le lisent jamais. Donc c'est pour ça qu'un quali, il sauve un plateau. Un bon quali, il met une bonne ambiance sur le plateau. C'est vrai que je travaille comme chef de projet depuis 3-4 ans et j'ai appris sur le tas, comme bon nombre de mes collègues qui font le même métier. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de formation dans le doublage
pour ce poste-là en tout cas. L'essentiel sur un programme, c'est de commencer par définir quelle est la nature de ce programme, à savoir si c'est des gens différents, du policier, du comique, de la sitcom, etc. Et à partir de ça, trouver l'équipe qui sera la mieux placée pour réaliser un doublage qui corresponde aux attentes du client. L'arrivée de la rythmo virtuelle a déjà permis à plein de gens qui ne voulaient pas écrire, qui ne voulaient pas adapter parce que ça leur paraissait trop complexe, trop technique d'écrire sur une rythmo traditionnelle. Tous ces gens qui ne voulaient pas s'y mettre à cause de cette technicité ne sont plus rebutés par l'informatique, trouvent que c'est évidemment beaucoup plus accessible et ça a permis à un certain nombre de talents qui ne seraient pas forcément venus à l'écriture de doublage en traditionnel de s'y mettre. Chez Schinkel, on a eu des journalistes, on a eu des écrivains de romans, on a eu des traducteurs, des sous-titreurs qui sont devenus adaptateurs de doublage et avec talent. L'objectif est de permettre à toute une génération d'auteurs de travailler avec des outils qui correspondent à leur génération et qui correspondent au travail qu'on réalise dans les auditoriums, qui aujourd'hui est totalement numérique et de plus en plus dématérialisé. On n'utilise plus de cassettes, on n'utilise plus vraiment de support. On ne peut plus travailler sur une rythmo traditionnelle. Schinkel s'en sort pas trop mal. Schinkel gagne de l'argent. Les actionnaires de Schinkel sont plutôt contents. Voilà, mais on ne peut peut-être pas appliquer le modèle que nous avons appliqué, qui est aussi le fruit d'une gestion, qui est aussi le fruit de d'autres outils, pour dire que la rythmo virtuelle coûte moins cher que la rythmo traditionnelle. C'est pas la même chose, ce n'est pas comparable. Pour écrire un texte, mais il faut réfléchir, et ce temps-là, il n'est pas compressible. Les gens qui écrivent, ils doivent réfléchir. Il n'y a pas de machine qui permette de faire le texte comme ça. Qu'on ait une machine numérique, ou l'ancêtre d'une machine de cinéma, le pupitre plus ou moins synchronique qu'avait inventé, je ne me souviens plus quel musicien, c'était pas Schoenberg, mais enfin... Hein, Hindemith, voilà, qui était en gros le père du synchronisme. C'est le même défi qui nous est posé quand on a à penser un texte qui nous devra donner l'illusion que la personne qui parle dit bien ça, alors qu'il n'a bien sûr jamais dit ça. Et le temps qui est nécessaire à l'élaboration du texte, dans un doublage, ça reste moitié du temps du doublage. Après, on va gagner du temps, on va gagner un petit peu d'argent avec le numérique, mais l'effort intellectuel de transformation du texte de la version japonaise, italienne, américaine, tchécoslovaque, une langue venue de Mars, demandera toujours le temps. Un temps qui est incompressible pour qu'il soit crédible dans la langue française. C'est-à-dire que lorsqu'un doublage n'est pas bien fait, on a des conflits cognitifs, pour employer un terme un petit peu lourd, des conflits cognitifs, c'est-à-dire que si tu vois une bouche se fermer et que tu entends un son, tu as un trouble, mais un trouble, je dirais, existentiel. Tu ne vas pas mourir pour autant. Mais un gosse qui serait élevé dans une famille où tout le monde serait désynchronisé, normalement, devrait avoir quelques troubles psychiques. Donc c'est effectivement un rôle intellectuel qu'a le traducteur-adaptateur, et c'est un rôle intellectuel à ce sens-là, au sens de la tâche cognitive, du convoiement cognitif, et c'est un rôle artistique, c'est-à-dire qu'on découvre, tu sais, l'art, c'est quand on ne voit plus la contrainte, quand c'est gracieux. L'idéal de tous ceux qui font ce métier de directeur artistique, c'est de ne pas trahir l'œuvre originale. D'essayer de la trahir le moins possible, puisqu'au départ, on nous prend pour des traîtres. Tandis qu'en fait, en France, on essaye quand même de garder le rythme, la rythmique de l'original avec la langue française. Ce n'est pas toujours facile. Il y a plein de trucs comme ça, mais évidemment, la bande rythmo, c'est ce qu'il y a jusqu'à présent, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas si on trouvera autre chose plus tard. Peut-être qu'un jour, il n'y aura même plus d'acteurs, et ce sera une voix synthétique qui fera le doublage. La librairie de voix, bien sûr. C'est imaginaire. Ce que j'aimerais bien, c'est que les gens considèrent la traduction comme un aspect positif, comme une solution. Et je suis vraiment étonné du nombre
de gens qui parlent toujours de la traduction comme un problème. Et dès qu'ils parlent de problème, c'est négatif. Mais les traducteurs sont fautifs. Enfin, un grand nombre de traducteurs sont fautifs. Dès qu'ils parlent de traduction, ils parlent de problèmes, je dirais des problèmes locaux, comme comment traduire un jeu de mots, comment traduire une métaphore, comment traduire une allusion culturelle, etc. Sans voir que ça n'intéresse pas grand monde, ça n'intéresse pas le distributeur de toute façon. Mais par contre, s'ils disaient que sans traduction, le film ne pourrait pas circuler et le démontrer, je pense qu'on les écouterait d'une autre façon. Il faut se concentrer, il faut se préparer et il faut synchroniser ses mouvements pour viser juste et mettre dans le mille, quoi. Trouver dans l'adaptation, il faut trouver le mot juste. Et il y a tout un travail préalable. Et là, dans le tir, c'est pareil, il faut se préparer et trouver le bon... et tirer juste. Dommage de décevoir ces 12 chasseurs en colère. Quoi de neuf, docteur? Et le premier que j'ai doublé, c'était... qui dirigeait, c'était Jean Drose qui dirigeait, c'était gentil. Il avait apporté une belle carotte bien lavée, toute propre, bien épluchée. Elle a posé sur là. Il me dit voilà, alors je regarde, la première séquence, hé, quoi de neuf, docteur? Et il mange, et croc, 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 croc. Alors je dis, hé, quoi de neuf, docteur? J'ai continué. Mais ça va être comme ça tout le temps, je peux pas. L'américain, lui, c'était facile. Hé, quoi de neuf, docteur? Il attendait, et puis il pensait à autre chose, et en dehors de ça, il faisait des boucles de carottes. Il faisait des boucles, et on mettait les boucles à l'intérieur, donc c'était facile. Mais là, on enchaînait, je peux pas, moi. Puis j'ai eu une idée, j'ai pris un sucre. Mais j'ai doublé aussi, j'ai doublé Woody Woodpecker aussi, j'ai doublé. Sur It Does Not Think, sur Does Not Think. Tout ça, c'est de la bouche ouverte. Tu mets pas, il pense pas. Tu mets pas ça. C'est quand même, là pour le coup, c'est le b.a.-ba du métier. C'est vrai qu'en France, on a été un petit peu des pionniers en matière de développement du doublage. Il faut savoir que le doublage était très complexe au tout début du cinéma sonore, pour une raison simple, c'est qu'il était impossible d'arrêter et de reprendre. Aujourd'hui, on enregistre, ça c'est raté, on recommence, etc. Mais au début du cinéma, il n'y avait pas de bande magnétique, donc on ne pouvait pas faire ce qu'on appelait les punch-in, punch-out, faire une petite rustine. Quand on avait commencé à enregistrer un négatif optique, eh bien, on commençait et ça durait 10 minutes, et il fallait que les 10 minutes de bobine soient doublées d'un bloc. Et c'est vrai que ce problème s'est résolu au fur et à mesure de l'avancée des technologies. D'abord, les systèmes inventés par Jean Nenny, les systèmes liés à la bande magnétique. Aujourd'hui, les doubleurs qui font de la prise de son synchrone aujourd'hui, enfin les artistes, sont à 100 lieues de s'imaginer la galère que ça pouvait être de doubler un film au milieu des années 30. Je sais que beaucoup de dialoguistes à l'époque travaillaient à plat, pas l'image. Et ils avaient besoin de signes. Les grands dialoguistes de l'époque, ils avaient besoin de signes pour voir où ils en étaient. Donc c'est forcément l'un d'eux ou tous qui ont demandé effectivement des repères. Et c'est comme ça que ça s'est standardisé. Maintenant, de plus en plus, je pense qu'ils travaillent avec l'image. Donc nous sommes en pleine mutation avec nos propres deniers, nos propres marges pour faire face à tout ça. Voilà un petit peu de quoi nous pouvons nous plaindre. Mais ceci dit, c'est un beau métier, on essaye,
On essaie d'y arriver, et voilà. C'est pas un métier où on fait beaucoup d'argent. C'est ça que je veux dire. On gagne notre vie, quoi. Et il y a la partie des groupes, la chambre syndicale des groupes, comme Taïeb, comme Télétotal, puis la chambre syndicale des artisans. Nous avons des intérêts communs, puis nous avons des divergences parce que nous n'avons pas le même point de vue sur certaines choses. Et puis nous ne voulons pas être imposés, avoir des choses imposées pour nous. Eux, c'est une autre culture, si vous voulez, de façon de gérer les comédiens. Voilà, c'est pour ça que nous avons créé notre chambre syndicale, de façon à pouvoir aussi donner notre point de vue sur certaines choses. C'est tout, mais on n'est pas du tout ennemis, enfin. Le deuxième maître, ça a été quand même Mursier, il faut quand même le reconnaître aussi. Il m'a inculqué, bon, lui c'était un maniaque, je dirais syndico-dépressif, au niveau du synchronisme, si tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire que il fallait que ce soit synchrone. Alors, il mettait clampin au lieu de mettre enfant, des mots comme ça. Tu vois, c'était synchrone clampin sur Bambino, tu vois, mais enfant évidemment c'était pas synchrone. L'enfer ça a été pour Fred et Ginger avec Mursier, quoi. Moi je faisais la traduction, je faisais la détection et je corrigeais l'adaptation à un moment donné avec Mursier parce que De Vries était vieillissant et que c'est vrai que c'était pas terrible, quoi. Je me suis bagarré sur une traduction parce que à un moment donné Fellini disait siete tutti dei vitelloni. Et donc moi quand il disait ça, je pensais à De Gaulle quand il était une bande de veaux. Tu te souviens? De Gaulle avait dit ça, bande de veaux. Et lui a voulu à tout prix à mettre, parce qu'en vitelloni c'est moutons de Panurge en traduction. Et il a absolument voulu mettre vous êtes des moutons de Panurge. Ça passait pas, quoi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Bon, ça c'était quand même un boulot d'enfer, mais fabuleux. Mais après, les gens disaient, mais non, mais on s'en fout du synchronisme. Donc là, c'est vrai que la rencontre avec Fellini a été pour moi belle parce que c'était un retour, hein, puisque j'avais été, j'avais fait la figuration dans le Satyricon. Et lui se souvenait de moi. 30 ans plus tard, j'étais un kidam sur le tournage. Et donc on s'est retrouvé à Cinecittà avec Fellini, avec sa grande écharpe jaune, très longue, et voir Mursier comme une statue de sel, dire « Bonjour maître ». « Bonjour maestro », il a dit, même pas maître. Comme ça, je dis « Ciao Fede ». Il y avait 3 comédiens pour Mastroianni, 3 comédiens pour Masina, 3 comédiennes, pardon, pour Masina, et il y en avait une pour Masina qui était parfaite, mais parfaite. Elle était tellement parfaite qu'elle surclassait Masina. Parce que Masina, elle n'était pas une très bonne actrice. C'était la femme de Fellini, mais c'était pas une star, à mon avis, qui restera dans les summums du cinéma. Et donc, pendant qu'on passait les films dans le studio, enfin les doublages dans le studio, j'ai parfaitement, et ça je suis prêt à le jurer sur la Bible, entendu Masina dire à Federico, dire « Quella no ». Alors le point d'appui, c'est une flèche que je mettais au-dessus du texte, qui était plutôt de travers, et qui venait montrer l'impact du moment où quelqu'un faisait un geste, ou faisait une grande ouverture, mais genre, par exemple, je ne sais pas, mais je te dis merde. Alors, sur le merde, je mettais en plus de la labiale du me, je mettais une flèche pour indiquer que là, il y avait un mouvement qui permettait à l'auteur de visualiser la phrase d'une manière plus rythmique. Nous sommes pratiquement contraints par toutes les chaînes hertziennes, c'est un peu différent pour le câble, de gommer tout ce qui pourrait apparaître comme grossier ou vulgaire. Mais parfois la notion de grossièreté ou de vulgarité est très extensible. Et
on n'a pas envie d'écrire des choses grossières, mais par moments, on a besoin de ces mots-là, parce qu'ils conviennent à la situation. Et on ne peut jamais écrire merde, bordel, putain, alors que c'est des choses qui peuvent se dire dans certaines situations. On m'a interdit salopard aussi. Bon, voilà. Quand on est dans une scène d'action où il y a les méchants, les gentils, il y a des moments où on est obligé d'écrire ça. Et du coup, il y a une sorte de langage subdoublage, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, mais qui n'est plus le langage réel. Mais c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Et les chaînes censurent aussi après coup. Ils censurent aussi des choses trop compliquées. J'ai aimé la traduction parce que j'ai appris le grec ancien. Et quand on apprend une langue morte, on ne fait que de la traduction. Un peu de grammaire, mais de la traduction. Et puis, depuis assez jeune, je suis cinéphile. Et à un moment, ça m'a paru évident de relier ces deux passions, la traduction, la cinéphilie. Et après, j'ai continué par des études de langue. J'ai une licence d'anglais et une maîtrise d'allemand. Et la maîtrise sur la traduction cinématographique. Apprend à deviner que le rythme d'une phrase ne se définit pas, ou tout au moins, en tout cas, nous serions incapables, nous, auteurs, de le définir, mais nous sentons qu'il va se passer quelque chose sur scène ou bien derrière le micro à partir du moment où la phrase est écrite de cette façon ou d'une autre. C'est comme ça depuis que je suis né. Chaque fois qu'il y a une tuile à recevoir, elle tombe sur moi. Parce que, bon, Queneau n'avait sans doute quand même pas une expérience du doublage suffisante pour écrire tout seul. Je pense qu'il a reçu des conseils sur un plan technique, étant donné qu'il pouvait avoir parfois d'excellentes idées, mais qui pouvaient pécher par leur synchronisme. Et là, donc, on a le résultat entre son génie personnel et les conseils techniques qu'il a pu recevoir. Et je veux dire que, bon, sur cette phrase, c'est assez intéressant de voir qu'apparemment, ça accumule, ça fait converger les deux, à savoir une bonne idée de texte et un bon synchronisme. Là, sur le lollipop, qui est extrêmement marqué, puisque bon, Marilyn avait quand même un jeu très expressif, c'était pas évident. Et là, le « Elle tombe sur moi » final est une excellente idée sur un plan technique. Et tu as une saillance forte au plan prosodique. Does not think that I sent him this present. Ou I am the one that sent him, offered him. Voilà. Donc ça, c'est une négation, n'est-ce pas? Et manque de peau, tu as non seulement une saillance sonore, tu as une saillance prosodique, not think. Tu as une saillance gestuelle.